Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer la troisième partie de l'histoire des amours de Camaralzaman et de la princesse de Chine, Badour. Très bonne écoute. 217e nuit. Sire, le prince Camaralzaman reçut le roi son père dans la tour où il était en prison avec un grand respect. Le roi s'assit, et après qu'il eut fait asseoir le prince près de lui, il lui fit plusieurs demandes auxquelles il répondit d'un très bon sens. Et de temps en temps, il regardait le grand vizir, comme pour lui dire qu'il ne voyait pas que le prince son fils eût perdu l'esprit, comme il l'avait assuré, et qu'il fallait qu'il l'eût perdu lui-même. Le roi, enfin, parla de la dame au prince. « Mon fils, lui dit-il, je vous prie de me dire ce que c'est que cette dame qui a couché cette nuit avec vous, à ce que l'on dit. »« Sire, répondit Camaralzaman, je supplie votre majesté de ne pas augmenter le chagrin qu'on m'a déjà donné sur ce sujet. Faites-moi plutôt la grâce de me la donner en mariage. Quelque aversion que je vous ai témoignée jusqu'à présent pour les femmes, cette jeune beauté m'a tellement charmé que je ne fais pas difficulté de vous avouer ma faiblesse. Je suis prêt de la recevoir de votre main avec la dernière obligation. » Le roi Schahzaman demeura interdit à la réponse du prince, si éloigné, comme il le lui semblait, du bon sens qu'il venait de faire paraître auparavant. « Mon fils, reprit-il, vous me tenez un discours qui me jette dans un étonnement dont je ne puis revenir. Je vous jure par la couronne qui doit passer à vous après moi que je ne sais pas la moindre chose de la dame dont vous me parlez. Je n'y ai aucune part, s'il en est venu quelqu'une. Mais comment aurait-elle pu pénétrer dans cette tour sans mon consentement? Car quoi que vous en ait pu dire, mon grand vizir, il ne l'a fait que pour tâcher de vous apaiser. Il faut que ce soit un songe, prenez-y garde, je vous en conjure, et rappelez vos sens. »« Sire, repartit le prince, je serais indigne à jamais des bontés de votre majesté, si je n'ajoutais pas foi à l'assurance qu'elle me donne. Mais je la supplie de vouloir bien se donner la patience de m'écouter et de juger si ce que j'aurai l'honneur de lui dire est un songe. » Le prince Camaralzaman raconta alors au roi, son père, de quelle manière il s'était éveillé. Il lui exagéra la beauté et les charmes de la dame qu'il avait trouvée à son côté, l'amour qu'il avait conçu pour elle en un moment, et tout ce qu'il avait fait inutilement pour la réveiller. Il ne lui cacha pas même ce qui l'avait obligé de se réveiller et de se rendormir après qu'il eut fait l'échange de sa bague avec celle de la dame. En achevant enfin, et en lui présentant la bague qu'il lui tira de son doigt. « Sire, ajouta-t-il, la mienne ne vous est pas inconnue, vous l'avez vue plusieurs fois. Après cela, j'espère que vous serez convaincu que je n'ai pas perdu l'esprit, comme vous me l'avez fait croire. » Le roi Schahzaman connut si clairement la vérité de ce que le prince son fils venait de lui raconter qu'il n'eut rien à répliquer. Il en fut même dans un étonnement si grand qu'il demeura longtemps sans dire un mot. Le prince profita de ces moments. « Sire, lui dit-il encore, la passion que je sens pour cette charmante personne, dont je conserve la précieuse image dans mon cœur, est déjà si violente que je ne me sens pas assez de force pour y résister. Je vous supplie d'avoir compassion de moi et de me procurer le bonheur de la posséder. » « Après ce que je viens d'apprendre, mon fils, et après ce que je vois par cette bague, reprit le roi Schahzaman, je ne puis douter que votre passion ne soit réelle et que vous n'ayez vu la dame qui l'a fait naître. Plût à Dieu que je la connusse, cette dame. Vous seriez content dès aujourd'hui, et je serais le père le plus heureux du monde. Mais où la chercher? Comment et par où est-elle entrée ici, sans que j'en ai rien su
et sans mon consentement. Pourquoi y est-elle entrée seulement pour dormir avec vous, pour vous faire voir sa beauté, vous enflammer d'amour pendant qu'elle dormait, et disparaître pendant que vous dormiez? Je ne comprends rien dans cette aventure, mon fils, et si le ciel ne nous est favorable, elle nous mettra au tombeau, vous et moi. » En achevant ces paroles, et en prenant le prince par la main. « Venez, ajouta-t-il, allons nous affliger ensemble, vous, d'aimer sans espérance, et moi, de vous voir affligé de ne pouvoir remédier à votre mal. » Le roi Schahzaman tira le prince hors de la tour et l'emmena au palais, où le prince, au désespoir d'aimer de toute son âme une dame inconnue, se mit d'abord au lit. Le roi s'enferma et pleura plusieurs jours avec lui, sans vouloir prendre aucune connaissance des affaires de son royaume. Son premier ministre, qui était le seul à qui il avait laissé l'entrée libre, vint un jour lui présenter que toute sa cour et même les peuples commençaient de murmurer de ne pas voir et de ce qu'il ne rendait plus la justice chaque jour à son ordinaire et qu'il ne répondait pas du désordre qui pouvait en arriver. « Je supplie votre majesté, poursuivit-il, d'y faire attention. Je suis persuadé que sa présence soulage la douleur du prince et que la présence du prince soulage la vôtre mutuellement. Mais elle doit songer à ne pas laisser tout périr. Elle voudra bien que je lui propose de se transporter avec le prince au château de la petite île, peu éloigné du port, et de donner audience 2 fois la semaine seulement. Pendant que cette fonction l'obligera de s'éloigner du prince, la beauté charmante du lieu, le bon air et la vue merveilleuse dont on y jouit feront que le prince supportera votre absence de peu de durée avec plus de patience. » Le roi Schahzaman approuva ce conseil, et dès que le château où il n'était allé depuis longtemps fut meublé, il y passa avec le prince, où il ne le quittait que pour donner 2 audiences précisément. Il passait le reste du temps au chevet de son lit, et tantôt il tâchait de lui donner de la consolation, tantôt il s'affligeait avec lui. Pendant que ces choses se passaient dans la capitale du roi Schahzaman, les 2 génies, Dahnash et Caschcasch, avaient reporté la princesse de Chine au palais où le roi de la Chine l'avait renfermée et l'avait remise dans son lit. Le lendemain matin, à son réveil, la princesse de la Chine regarda à droite et à gauche, et quand elle eut vu que le prince Camaralzaman n'était plus près d'elle, elle appela ses femmes d'une voix qui les fit accourir promptement et environner son lit. La nourrice qui se présenta à son chevet lui demanda ce qu'elle souhaitait et s'il lui était arrivé quelque chose. « Dites-moi, » reprit la princesse, « qu'est devenu le jeune homme que j'aime de tout mon cœur, qui a couché cette nuit avec moi ?»« Princesse, » répondit la nourrice, « nous ne comprenons rien de votre discours, si vous ne nous expliquiez davantage. »« C'est, » reprit encore la princesse, « qu'un jeune homme, le mieux et le plus aimable qu'on puisse imaginer, dormait près de moi cette nuit, que je l'ai caressé longuement, et que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éveiller sans y réussir. Je vous demande où il est. »« Princesse, » repartit la nourrice, « c'est sans doute pour vous jouer de nous que vous en faites. Vous plaît-il de vous lever ? Je parle très sérieusement, » répliqua la princesse, « et je veux savoir où il est. »« Mais princesse, » insista la nourrice, « vous étiez seule quand nous vous couchâmes hier soir, et personne n'est entré pour coucher avec vous, que nous sachions, vos femmes et moi. » La princesse de la Chine perdit patience. Elle prit sa nourrice par la tête et en lui donnant des soufflets et de grands coups de poing. « Tu me le diras, vieille sorcière, dit-elle, ou je t'assommerai. » La nourrice fit de grands efforts pour se tirer de ses mains. Elle s'en tira enfin, et elle alla sur le champ trouver la reine de la Chine, mère de la princesse. Elle se présenta les larmes aux yeux et le visage tout meurtri, au grand étonnement de la reine,
qui lui demanda qui l'avait mise dans cet état. « Madame, dit la nourrice, vous voyez le traitement que m'a fait la princesse. Elle m'eût assommée si je ne me fusse échappée de ses mains. » Elle lui raconta ensuite le sujet de sa colère et de son emportement, dont la reine ne fut pas moins affligée que surprise. « Vous voyez, madame, ajouta-t-elle en finissant, que la princesse est hors de son bon sens. Vous en jugerez vous-même, si vous prenez la peine de la venir voir. » La tendresse de la reine de la Chine était trop intéressée dans ce qu'elle venait d'entendre. Elle se fit suivre par la nourrice et elle alla voir la princesse sa fille dès le même moment. La sultane Scheherazade voulait continuer, mais elle s'aperçut que le jour avait déjà commencé. Elle se tut et, en reprenant le conte la nuit suivante, elle dit au sultan des Indes. 218e nuit. Sire, la reine de la Chine s'assit près de la princesse sa fille en arrivant dans l'appartement où elle était enfermée, et après qu'elle se fut informée de sa santé, elle lui demanda quel sujet de mécontentement elle avait contre sa nourrice qu'elle avait maltraitée. « Ma fille, lui dit-elle, cela n'est pas bien, et jamais une grande princesse comme vous ne doit se laisser emporter à ses excès. »« Madame, répondit la princesse, je vois bien que votre majesté vient se moquer aussi de moi, mais je vous déclare que je n'aurai pas de repos, que je n'ai épousé l'aimable cavalier qui a couché cette nuit avec moi. Vous devez savoir où il est, je vous supplie de le faire revenir. »« Ma fille, reprit la reine, vous me surprenez, et je ne comprends rien à votre discours. » La princesse perdit le respect. « Madame, répliqua-t-elle, le roi, mon père et vous m'avez persécutée pour me contraindre de me marier lorsque je n'en avais pas envie. Cette envie m'est venue présentement, et je veux absolument avoir pour mari le cavalier que je vous ai dit, sinon je me tuerai. » La reine tâcha de prendre la princesse par la douceur. « Ma fille, lui dit-elle, vous savez bien vous-même que vous êtes seule dans votre appartement et qu'aucun homme ne peut y entrer. » Mais au lieu d'écouter, la princesse l'interrompit et fit des extravagances qui obligèrent la reine de se retirer avec une grande affliction et d'aller informer le roi de tout. Le roi de la Chine voulut s'éclaircir lui-même de la chose. Il vint à l'appartement de la princesse sa fille et lui demanda si ce qu'il venait d'apprendre était véritable. « Sire, répondit-elle, ne parlons pas de cela. Faites-moi seulement la grâce de me rendre l'époux qui a couché cette nuit avec moi. »« Quoi, ma fille ? reprit le roi. Est-ce que quelqu'un a couché avec vous cette nuit ? »« Comment, sire ? repartit la princesse sans lui donner le temps de poursuivre. Vous me demandez si quelqu'un a couché avec moi ? Votre majesté ne l'ignore pas. C'est le cavalier le mieux fait qui ait jamais paru sous le ciel. Je vous le redemande, ne me refusez pas, je vous en supplie. Afin que votre majesté ne doute pas, continua-t-elle, que je n'ai vu ce cavalier, qui n'ait couché avec moi, que je ne l'ai caressé, et que je n'ai fait des efforts pour l'éveiller sans y avoir réussi. Voyez s'il vous plaît cette bague. » Elle avança la main, et le roi de la Chine ne sut que dire quand il eut vu que c'était la bague d'un homme. Mais, comme il ne pouvait rien comprendre à tout ce qu'elle lui disait, et qu'il l'avait enfermée comme folle, il la crut encore plus folle qu'auparavant. Ainsi, sans lui parler davantage, de crainte qu'elle ne fît quelque violence contre sa personne ou contre ceux qui s'approcheraient d'elle, il la fit enchaîner et resserrer plus étroitement, et ne lui donna que sa nourriture pour la servir, avec une bonne garde à la porte. Le roi de la Chine, inconsolable au malheur arrivé à la princesse sa fille, d'avoir perdu l'esprit, à ce qu'il croyait, songea au moyen de lui procurer la guérison. Il assembla son conseil, et après avoir exposé l'état où elle était. « Si quelqu'un de vous, ajouta-t-il, est assez habile
pour entreprendre de la guérir et qu'il y réussisse, je la lui donnerai en mariage et le ferai héritier de mes états et de ma couronne après ma mort. » Le désir de posséder une belle princesse et l'espérance de gouverner un jour un royaume aussi puissant que celui de la Chine firent un grand effet sur l'esprit d'un émir déjà âgé qui était présent au conseil. Comme il était habile dans la magie, il se flatta d'y réussir et s'offrit au roi. « J'y consens, reprit le roi, mais je veux bien vous avertir auparavant que c'est à condition de vous faire couper le cou si vous ne réussissez pas. Il ne serait pas juste que vous méritassiez une si grande récompense sans risquer quelque chose de votre côté. Ce que je dis de vous, je le dis de tous les autres qui se présenteront après vous, au cas que vous n'acceptiez pas la condition ou que vous ne réussissiez pas. » L'émir accepta la condition, et le roi le mena lui-même chez la princesse. La princesse se couvrit le visage dès qu'elle vit paraître l'émir. « Sire, dit-elle, votre majesté me surprend de m'amener un homme que je ne connais pas et à qui la religion me défend de me laisser voir. »« Ma fille, reprit le roi, sa présence ne doit pas vous scandaliser. C'est un de mes émirs qui vous demande en mariage. »« Sire, repartit la princesse, ce n'est pas celui que vous m'avez déjà donné et dont j'ai reçu la foi par la bague que je porte. Ne trouvez pas mauvais que je n'en accepte aucun autre. » L'émir s'était attendu que la princesse ferait et dirait des extravagances. Il fut très étonné de la voir tranquille et parler de si bon sens. Et il connut très parfaitement qu'elle n'avait pas d'autre folie qu'un amour très violent qui devait être bien fondé. Il n'osa pas prendre la liberté de s'en expliquer au roi. Le roi n'aurait pu souffrir que la princesse eût ainsi donné son cœur à un autre que celui qu'il voulait lui donner de sa main. Mais en se prosternant à ses pieds, « Sire, dit-il, après ce que je viens d'entendre, il serait inutile que j'entreprise de guérir la princesse. Je n'ai pas de remède propre à son mal, et ma vie est à la disposition de sa majesté. » Le roi, irrité de l'incapacité de l'émir et de la peine qu'il lui avait donnée, lui fit couper la tête. Quelques jours après, afin de n'avoir pas à se reprocher d'avoir rien négligé pour procurer la guérison à la princesse, ce monarque fit publier dans sa capitale que, s'il y avait quelques médecins, astrologues, magiciens, assez expérimentés pour la rétablir en son bon sens, il n'avait qu'à venir se présenter, à condition de perdre la tête s'il ne la guérissait pas. Il envoya publier la même chose dans les principales villes de ses États et dans les cours des princes ses voisins. Le premier qui se présenta fut un astrologue et magicien, que le roi fit conduire à la prison de la princesse par un eunuque. L'astrologue tira d'un sac qu'il avait apporté sous le bras un astrolabe, une petite sphère, un réchaud, plusieurs sortes de drogues propres à des fumigations, un vase de cuivre avec plusieurs autres choses et demanda du feu. La princesse de la Chine demanda ce que signifiait tout cet appareil. « Princesse, répondit l'eunuque, c'est pour conjurer le malin esprit qui vous possède, le renfermer dans le vase que vous voyez et le jeter au fond de la mer. »« Maudit astrologue, s'écria la princesse, sache que je n'ai pas besoin de tous ces préparatifs, que je suis dans mon bon sens et que tu es insensé toi-même. Si ton pouvoir va jusque-là, amène-moi seulement celui que j'aime, c'est le meilleur service que tu puisses me rendre. »« Princesse, reprit l'astrologue, si cela est ainsi, ce n'est pas de moi, mais du roi votre père uniquement que vous devez l'attendre. » Il remit dans son sac ce qu'il en avait tiré, bien fâché de s'être engagé si facilement à guérir une maladie imaginaire. Quand l'eunuque eut ramené l'astrologue devant le roi de la Chine, l'astrologue n'attendit pas que l'eunuque parlât au roi, il lui parla lui-même d'abord. « Sire, lui dit-il avec hardiesse, selon que votre majesté l'a fait publier et qu'elle me l'a confié elle-même, j'ai cru que la princesse était folle,
et j'étais sûre de les rétablir en son bon sens par les secrets dont j'ai connaissance. Mais je n'ai pas été longtemps à reconnaître qu'elle n'a pas d'autre maladie que celle d'aimer, et mon art ne s'étend pas jusqu'à remédier au mal d'amour. Votre Majesté y remédiera mieux que personne quand elle voudra lui donner le mari qu'elle demande. » Le roi traita cet astrologue d'insolent et lui fit couper le cou. Pour ne pas ennuyer votre Majesté de répétition, tant astrologues que médecins et magiciens, il s'en présenta 150, qui eurent tous le même sort, et leurs têtes furent rangées au-dessus de chaque porte de la ville. La nourrice de la princesse de la Chine avait un fils nommé Marzavan, frère de lait de la princesse, qu'elle avait nourri et élevé avec elle. Leur amitié avait été si grande pendant leur enfance, tout le temps qu'ils avaient été ensemble, qu'ils se traitaient de frères et de sœurs, même si après que leur âge un peu avancé eut obligé de les séparer. Entre plusieurs sciences, dont Marzavan avait cultivé son esprit dès sa plus grande jeunesse, son inclination l'avait porté particulièrement à l'étude de l'astrologie judiciaire, de la géomance et d'autres sciences secrètes, et il s'y était rendu très habile. Non content de ce qu'il avait appris de ses maîtres, il s'était mis en voyage dès qu'il s'en sentit assez de force pour en supporter la fatigue. Il n'y eut pas d'homme célèbre en aucune science et en aucun art qu'il n'ait été cherché dans les villes les plus éloignées et qu'il n'ait fréquenté assez de temps pour en tirer toutes les connaissances qui étaient de son goût. Après une absence de plusieurs années, Marzavan revint enfin à la capitale de la Chine, et les têtes coupées et rangées qu'il aperçut au-dessus de la porte par où il entra le surprirent extrêmement. Dès qu'il fut rentré chez lui, il demanda pourquoi elles y étaient, et sur toute chose, il s'informa des nouvelles de la princesse, sa sœur de lait, qu'il n'avait pas oubliées. Comme on ne put le satisfaire sur la première demande sans y comprendre la seconde, il apprit en gros ce qu'il souhaitait, avec bien de la douleur, en attendant que sa mère, nourrice de la princesse, lui en apprit davantage. Scheherazade mit fin à son discours en cet endroit pour cette nuit. Elle reprit la suivante en ces termes qu'elle adressa au sultan des Indes. 219e nuit. Sire, dit-elle, quoique la nourrice, mère de Marzavan, fût très occupée auprès de la princesse de la Chine, elle n'eut pas néanmoins plus tôt appris que ce cher fils était de retour qu'elle trouva le temps de sortir, de l'embrasser et de s'entretenir quelques moments avec lui. Après qu'elle lui eut raconté, les larmes aux yeux, l'état pitoyable où était la princesse et le sujet pourquoi le roi de la Chine lui faisait ce traitement, Marzavan lui demanda si elle ne pouvait pas lui procurer le moyen de la voir en secret sans que le roi en eût connaissance. Après que la nourrice y eut pensé quelques moments, « Mon fils, lui dit-elle, je ne puis vous rien dire là-dessus présentement, mais attendez-moi demain, à la même heure, je vous en donnerai la réponse. » Comme, après la nourrice, personne ne pouvait s'approcher de la princesse que par la permission de l'eunuque qui commandait à la garde de la porte, la nourrice qui savait qu'il était dans le service depuis peu et qu'il ignorait ce qui s'était passé auparavant à la cour du roi de la Chine, s'adressa à lui. « Vous savez, lui dit-elle, que j'ai élevé et nourri la princesse. Vous ne savez peut-être pas de même que je l'ai nourrie avec une fille de même âge que j'avais alors, que j'ai mariée il n'y a pas longtemps. La princesse, qui lui fait l'honneur de l'aimer toujours, voudrait bien la voir, mais elle souhaite que cela se fasse sans que personne la voie ni entrer ni sortir. » La nourrice voulait parler davantage, mais l'eunuque l'arrêta. « Cela suffit, lui dit-il. Je ferai toujours avec plaisir tout ce qui sera en mon pouvoir pour obliger la princesse. Faites venir, ou allez prendre votre fille vous-même quand il sera nuit, et amenez-la après que le roi se sera retiré, la porte lui sera ouverte. »
Dès qu'il fut nuit, la nourrice alla trouver son fils Marzavan. Elle le déguisa elle-même en femme, d'une manière que personne n'eût pu s'apercevoir que c'était un homme, et l'amena avec elle. L'eunuque, qui ne douta pas que ce fût sa fille, leur ouvrit la porte et les laissa entrer ensemble. Avant de présenter Marzavan, la nourrice s'approcha de la princesse. « Madame, lui dit-elle, ce n'est pas une femme que vous voyez, c'est mon fils Marzavan, nouvellement arrivé de ses voyages, que j'ai trouvé moyen de faire entrer sous cet habillement. J'espère que vous voudrez bien qu'il ait l'honneur de vous rendre ses respects. » Au nom de Marzavan, la princesse témoigna une grande joie. « Approchez-vous, mon frère, dit-elle aussitôt à Marzavan, et ôtez ce voile. Il n'est pas défendu à un frère et à une sœur de se voir à visage découvert. » Marzavan la salua avec un grand respect et sans lui donner le temps de parler. « Je suis ravie, continua la princesse, de vous revoir en parfaite santé, après une absence de tant d'années, sans avoir mandé un seul mot de vos nouvelles, même à votre bonne mère. »« Princesse, reprit Marzavan, je vous suis infiniment obligé de votre bonté. Je m'attendais d'en apprendre à mon arrivée de meilleures des vôtres que celles dont j'ai été informé et dont je suis témoin avec toute l'affliction imaginable. J'ai bien de la joie cependant d'être arrivé assez tôt pour vous apporter, après tant d'autres qui n'y ont pas réussi, la guérison dont vous avez besoin. Quand je ne tirerai d'autres fruits de mes études et de mes voyages que celui-là, je ne laisserai pas de m'estimer bien récompensé. » En achevant ces paroles, Marzavan tira un livre et d'autres choses dont il s'était muni et qu'il avait cru nécessaire, selon le rapport que sa mère lui avait fait de la maladie de la princesse. La princesse, qui vit cet attirail. « Quoi, mon frère ?» s'écria-t-elle. « Vous êtes donc aussi de ceux qui s'imaginent que je suis folle. Désabusez-vous et écoutez-moi. » La princesse raconta à Marzavan toute son histoire, sans oublier une des moindres circonstances, jusqu'à la bague échangée contre la sienne qu'elle lui montra. « Je ne vous ai rien déguisé, ajouta-t-elle, en tout ce que vous venez d'entendre. Il est vrai qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui donne lieu de croire que je ne suis pas dans mon bon sens, mais on ne fait pas attention au reste, qui est comme je le dis. » Quand la princesse eut cessé de parler, Marzavan, rempli d'admiration et d'étonnement, demeura quelque temps les yeux baissés sans dire mot. Il leva enfin la tête et en prenant la parole. « Princesse, dit-il, si ce que vous venez de me raconter est véritable, comme j'en suis persuadé, je ne désespère pas de vous procurer la satisfaction que vous désirez. Je vous supplie seulement de vous armer de patience encore pour quelque temps, jusqu'à ce que j'aie parcouru des royaumes dont je n'ai pas encore approché, et lorsque vous aurez appris mon retour, assurez-vous que celui pour qui vous soupirez avec tant de passion ne sera pas loin de vous. » Après ces paroles, Marzavan prit congé de la princesse et partit dès le lendemain. Marzavan voyagea de ville en ville, de province en province et d'île en île, et, en chaque lieu qu'il arrivait, il n'entendait parler que de la princesse Badour. C'est ainsi que se nommait la princesse de la Chine et de son histoire. Au bout de 4 mois, notre voyageur arriva à Torf, ville maritime, grande et très peuplée, où il n'entendit plus parler de la princesse Badour, mais du prince Camaralzaman, que l'on disait être malade et dont on racontait l'histoire, à peu près semblable à celle de la princesse Badour. Marzavan en eut une joie qu'on ne peut exprimer. Il s'informa en quel endroit du monde était ce prince et on le lui enseigna. Il y avait 2 chemins, l'un par terre et par mer, et l'autre seulement par mer qui était le plus court. Marzavan choisit le dernier chemin, et il s'embarqua sur un vaisseau marchand qui eut une heureuse navigation jusqu'à la vue de la capitale du royaume de Shahzaman. Mais, avant d'entrer au port, le vaisseau toucha malheureusement sur un rocher par la malhabileté du pilote. Il périt,
et coula à fond à la vue et peu loin du château où était le prince Camaralzaman et où le roi son père, Schahzaman, se trouvait alors avec son grand vizir. Marzavan savait parfaitement bien nager. Il n'hésita pas à se jeter à la mer et il alla aborder au pied du château du roi Schahzaman où il fut reçu et secouru par ordre du grand vizir selon l'intention du roi. On lui donna un habit à changer, on le traita bien, et lorsqu'il fut remis, on le conduisit au grand vizir qui avait demandé qu'on le lui amenât. Comme Marzavan était un jeune homme très bien fait et de bon air, ce ministre lui fit beaucoup d'accueil en le recevant, et il conçut une très grande estime de sa personne par ses réponses justes et pleines d'esprit à toutes les demandes qu'il lui fit. Il s'aperçut même insensiblement qu'il avait 1000 belles connaissances. Cela l'obligea de lui dire « À vous entendre, je vois que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Plût à Dieu que dans vos voyages vous eussiez appris quelques secrets propres à guérir un malade qui cause une grande affliction dans cette cour depuis longtemps. » Marzavan répondit que, s'il savait la maladie dont cette personne était attaquée, peut-être il trouverait-il un remède. Le grand vizir raconta alors à Marzavan l'état où était le prince Camaralzaman, en prenant la chose dès son origine. Il ne lui cacha rien de sa naissance, si fort souhaitée, de son éducation, du désir du roi Schahzaman de l'engager dans le mariage de bonne heure, et de la résistance du prince, et de son aversion extraordinaire pour cet engagement, de sa désobéissance en plein conseil, de son emprisonnement, de ses prétendues extravagances dans la prison, qui s'était changée en une passion violente pour une dame inconnue, qui n'avait d'autre fondement qu'une bague que le prince prétendait être la bague de cette dame, qui n'était peut-être pas au monde. À ce discours du grand vizir, Marzavan se réjouit infiniment de ce que, dans le malheur de son naufrage, il était arrivé si heureusement où était celui qu'il cherchait. Il connut, à n'en pas douter, que le prince Camaralzaman était celui pour qui la princesse de la Chine brûlait d'amour, et que cette princesse était l'objet des vœux si ardents du prince. Il ne s'en expliqua pas au grand vizir, il lui dit seulement que, s'il voyait le prince, il jugerait mieux du secours qu'il pourrait lui donner. « Suivez-moi, dit le grand vizir, vous trouverez le roi près de lui, qui m'a déjà marqué qu'il voulait vous voir. » La première chose dont Marzavan fut frappé en entrant dans la chambre du prince fut de le voir dans son lit, languissant et les yeux fermés. Quoiqu'il fût en cet état, sans avoir égard au roi Schahzaman, père du prince qui était assis près de lui, ni au prince que cette liberté pouvait incommoder, il ne laissa pas de s'écrier « Ciel, rien au monde n'est plus semblable !» Il voulait dire qu'il le trouvait ressemblant à la princesse de la Chine, et il était vrai qu'ils avaient beaucoup de ressemblance dans les traits. Ces paroles de Marzavan donnèrent de la curiosité au prince Camaralzaman, qui ouvrit les yeux et le regarda. Marzavan, qui avait infiniment d'esprit, profita de ce moment et lui fit son compliment en vers sur-le-champ, quoique d'une manière enveloppée, où le roi et le grand vizir ne comprirent rien. Il lui dépeignit si bien ce qui lui était arrivé avec la princesse de la Chine, qu'il ne lui laissa pas lieu de douter qu'il ne la connût et qu'il ne pût lui en apprendre des nouvelles. Il en eut d'abord une joie dont il laissa paraître des marques dans ses yeux et sur son visage. La sultane Scheherazade n'eut pas le temps d'en dire davantage cette nuit. Le sultan lui donna celui de le reprendre la suivante et de lui parler en ces termes. C'était la Fée du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de l'histoire des amours de Camaralzaman et de Badour. À très bientôt.